visionner et envoyer à vos amis pour ne pas participer. Mais également, si vous pouvez aussi envoyer un petit rappel à tous les participants, à chacun de son côté, pour que les personnes arrivent à se connecter. Voilà. Nous allons juste muter encore M. Touré à ses faits. Et on va vous envoyer un petit tuto comment utiliser. Vous allez pouvoir envoyer aussi à vos invités, les personnes que vous invitez, pour que eux, quand ils viennent, il ne faut pas qu'ils vous dérangent, vous, panélistes, pour vous demander, j'arrive pas à me connecter. On va les envoyer ça aussi. Oui. Okay. Dernier point, peut-être, j'ai vu dans les messages Cynthia Schneider qui n'arrivait pas, qui avait des difficultés d'audition. Est-ce que vous avez pu régler son problème? Je vois que. Oh, oui, ça va. Bon? C'était Okay. seulement une petite Okay. Elle a reçu à faire toute seule, donc on n'a pas eu à intervenir. Comme Diasako aussi, elle a reçu à venir. Elle connaît la plateforme Diasako et elle nous accompagne sur pas mal de conférences déjà. Monsieur l'ambassadeur est en train de parler, mais son micro est désactivé. Son Excellence, votre micro est désactivé, vous êtes en train de parler en fait. Voilà. Je voulais dire que si ces détails techniques sont réglés, on va passer maintenant à la phase organisationnelle et la découverte des panélistes et comment aussi on va articuler le panel, enfin la séance demain. Mais je laisse encore Abdul Salam Bello toujours prendre en charge les préoccupations qui peuvent être les vôtres d'un point de vue technique pour que vous soyez là pour répondre. Mais si ça c'est OK, est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Est-ce qu'il y a encore d'autres soucis techniques? Abdul Salam, est-ce qu'il y a encore d'autres préoccupations à prendre en compte demain avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet? Non, à mon niveau, non. Je pense qu'il y a une bonne communication aussi autour, une bonne campagne de promotion autour de l'événement. Je pourrais ensuite débriefer à un moment donné, mais j'ai vu beaucoup d'intérêt en tout cas, parce que je disais même à l'ambassadeur même que il y a même des compatriotes du Mali qui ont aussi posté ça sur différents forums. L'ancienne directrice générale de l'UNESCO qui a aussi apprécié cet événement. Donc, juste pour dire que vraiment la campagne a été très bonne et très efficace de ce point de vue-là. Ensuite, moi, la question que j'aurais, donc, propre compréhension, donc, cette communication, en fait, cet événement sera aussi visible, j'imagine, sur le site web de l'ambassade, en live, sur le site Facebook, Twitter, etc. Oui, non? Vous êtes muted, oui. Yep, now I can start. So, OK. Voilà. Donc, je pense que on va pas. C'était très important et très utile. Alors, oui, la vidéo pourra être partagée plus tard. Après Okay. la conférence, on va mettre sur une web TV et qu'on va partager un lien YouTube. Voilà, on voulait faire le live, mais si on fait le live, le sujet est très sensible. On parle de diplomatie culturelle. Certains qui ne comprennent pas vont vouloir politiser la chose et avoir des critiques négatives ou des insultes. Okay. Voilà. Souvent, quand on est sur Facebook, on a toutes sortes de personnes aujourd'hui pour vous laisser les panélistes bien faire le webinaire. Une fois qu'il est terminé, il est bien cadenassé. En ce moment-là, la vidéo va être diffusée sur le réseau parce que si on le met en live, vu la situation, surtout la situation politique actuelle du pays fait que ça risque de tourner au vinaigre un peu. Donc, autant le cadenasser. Et une fois que c'est fini le panel, on va faire la vidéo. Et s'il y a eu des bugs par moment où, voilà, si certains n'ont pas pu donc retravailler la vidéo qu'on va envoyer à son excellence, que vous allez regarder vous, si c'est bon, à ce moment-là, on pourra le repartager derrière. Voilà un peu ce qu'on voulait dire. D'accord. OK. Bon, dernier point. Oui, pardon. OK. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà, qui est là. Et voilà, donc on va retravailler ça et avec le temps de parole qu'on va vous envoyer. OK. Dernier point, ça c'est vraiment de la post-communication, post-production. Je pense que, je sais que vous faites ça vraiment pro bono, donc c'est même des scrupules à vous demander ça. Mais je pense que s'il y a une possibilité pour faire de l'édition aussi, au-delà même de l'édition que vous ferez pour diffuser en bloc, mais sur certains messages, je pense que ça peut être utile de faire de l'édition, de editing, comme on dit en anglais, pour un format réseaux sociaux. Éventuellement,
l'ambassade ou d'autres peuvent aussi relayer sur leur profil. Parce que bon, le temps de disponibilité sur les réseaux sociaux, c'est 30 secondes, 1 minute. Mais Exactement. bon, En fait, il est prévu, en fait, on aura une équipe de comité manager qui seront connectés. En fait, si jamais, par exemple, si c'est son excellence qui dit une phrase ou quelque chose, accroche tout de suite, webinaire en cours, voilà, this is monsieur Nimaga, etc., etc., et on tag hashtag ambassade du Mali, etc., etc. Et, donc, à chaque fois, il y a un tel qui va être pour alimenter, etc., etc., donner. Donc, ça va être des petites phrases aujourd'hui qui seront reprises derrière au fur et à mesure. Donc, ça va être fait. Ça, il n'y aura pas de souci. Donc, ça, et tout de suite, nous, on n'aura pas malheureusement la main sur les pages de l'ambassade, mais on va juste les taguer. Après, eux, ça va permettre d'être visible. Et après, ils peuvent le retweeter derrière à chaque fois. Non, non, il y aura une équipe qui va être là à chaque fois qui va prendre les phrases et les envoyer. Par exemple, si c'est Mme Cynthia qui dit quelque chose, ou Mme Weli, on va juste dire, ouais, webinaire, etc. Voilà. Voilà. Donc, il y aura toute une animation, tout un travail derrière de communication là-dessus. C'est bon pour moi. Voilà, c'est bon. Donc, je pense qu'il ne me reste qu'à remercier l'équipe technique des familles. C'est une entreprise malienne. Donc, vous voyez, c'est toujours notre rôle et de promouvoir nos entreprises et la jeunesse. Donc, on aurait pu faire ça aux États-Unis avec Google, avec d'autres. Mais pour nous, honnêtement, c'est la meilleure façon de mettre en valeur le génie, la créativité malienne. Donc, vous voyez, tous ces webinaires vont être organisés, les designs, les publicités, tout a été fait par cette équipe-là qui est basée à Bamako, composée des jeunes franco-maliens qui ont décidé de rentrer, s'installer et se mettre au service du pays. Donc, je voudrais, au nom de tous ceux qui sont connectés, vous faire un petit clin d'œil depuis Washington pour dire que nous sommes vraiment émerveillés pour ce début et nous souhaitons également que durant l'événement, que la qualité du son et tout le professionnalisme que vous avez mis jusqu'ici puisse être de mise. Donc, ceci étant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints en abrégeant certaines obligations. Je vois Patrick, l'associé depuis ses vacances quelque part dans le monde, était connecté. Je ne sais pas s'il est reparti encore. Donc, en fait, on va aller aujourd'hui, c'est vraiment pratique pour que d'abord les panélistes se connaissent. C'est important. Quel est l'objectif et quelle est la finalité en fait? Comment les choses vont être séquencées? Alors, ce panel, l'objectif en réalité de ce webinaire, après avoir donné les décors, je vais donner la parole à chacun de se présenter. Hein? Quand on va faire l'événement demain, on va vous présenter, mais entre nous ici, on est en salle et il est important que les uns et les autres, je pense qu'on aurait même dû commencer par ça. Je vais demander à chacun de se présenter suivant la liste sur l'écran. Peut-être que je pense qu'on a la même disposition. Et donc, moi, c'est Mamadou Nimaga, c'est l'ambassadeur du Mali aux États-Unis. Et donc, je suis très heureux de vous retrouver et je voudrais vraiment, du fond du cœur, vous remercier pour la promptitude avec laquelle chacun a réagi positivement à notre invitation et aussi l'intérêt que vous avez manifesté depuis tout ce temps. Chacun de vous a continué à interagir avec nous, poser des questions, repréciser les choses, nous aider à mieux organiser, à partager des idées. Donc, je pense que de la perspective anglo-saxonne, il n'y a pas de dividende propre pour nous. Nous, notre rôle, c'est de créer cet espace entre nos compatriotes du monde de la culture du Mali, créer une bonne synergie avec les autres qui évoluent dans le même secteur dans le monde. Et donc, cette première phase, c'est un brainstorming pour identifier les difficultés qui sont liées qui affectent le secteur de la culture en cette période de pandémie Covid. Et ensuite, c'est recenser les moyens ou les approches qui peuvent nous permettre
de mener des projets en commun à partir des États-Unis et en relation avec chacun des acteurs. Donc, tous ces panélistes qui sont sur cet écran, j'avoue que chacun fait autorité dans le secteur dont il représente. Et donc, quand on parle de diplomatie culturelle, il y a beaucoup de gens qui m'ont titillé, mais j'ai dit, mais quand on parle de la diplomatie économique, ça ne vous dit absolument rien. Pourquoi quand on parle de diplomatie culturelle, cela suscite curiosité? Non, parce que simplement la culture est un aspect de notre politique extérieure. La France, j'ai une information ici. En France, en 2014, la culture a contribué 7 fois plus au PIB français que l'industrie automobile, avec 57,8 milliards d'euros de valeur ajoutée. Donc, si la diplomatie, c'est encore promouvoir, renforcer les relations de coopération entre les pays, aussi développer des relations fortes entre les peuples, mais aussi contribuer au développement harmonieux, mais la culture est une véritable industrie. Il est évident que nous, les diplomates, nous ne l'avons pas. Enfin, quand je parle de nous, les diplomates, je parle des Maliens, parce qu'on a beaucoup de défis à relever. On passe 80% de notre temps à régler des problèmes politiques, les questions des droits de l'homme, parce qu'effectivement, c'est important aussi pour l'image du pays. Mais parallèlement, il y a une autre image qui ne saurait être affectée, qui est un fonds culturel, qui est connu et qui a marqué l'histoire du pays. Donc, nous essayons dans une démarche, dans une certaine osmose, parallèlement aux actions que nous menons au quotidien pour conforter les relations de coopération avec les États-Unis, mais en même temps démontrer à la face du monde qu'il y a un fonds culturel, qu'il y a un génie créateur, et donc que le pays peut être présenté positivement pour incliner ceux qui ont encore des doutes à investir dans le pays, et aussi pour susciter la sympathie pour ceux qui encore sont à la découverte du pays. Donc voilà un peu. Et ça, c'est une première phase. Après cette phase, nous allons envisager un autre webinaire qui va être maintenant sectoriel. En ce moment, nous avons des partenaires comme Cynthia avec nous, comme Rubia, comme Chérif Keita, qui sont en train de faire un travail extraordinaire à travers le monde. Chacun d'eux, que ce soit Cynthia, que ce soit Catherine Rey, que ce soit Tonton Chérif, que ce soit Abdul Salam Bello, que ce soit Patrick Lassoussé, chacun de vous a une histoire particulière avec le Mali. Et c'est ça qu'on veut valoriser. Et vous allez être surpris que chacun en soi est une sorte de Malien et est véritablement malien. Donc, cette introduction étant faite, vraiment, je vais passer la parole pour que vous vous présentez. En ce moment, on va rentrer après plus tard sur comment on va articuler la rencontre de demain. Donc, je voudrais qu'on commence d'abord par les femmes, parce que vraiment, l'ambassadrice Cynthia me dit toujours, il faut que vous mettez les femmes. Quand je parle avec Catherine Rey, la question, elle est toujours, vous avez combien de femmes qui travaillent dans votre ambassade à Washington? Ben, je suis dans un inconfort total à lui dire toujours oui, on a toujours besoin des femmes pour nous rejoindre. Donc voilà, Catherine, on va commencer par vous. Qui êtes-vous? OK, merci beaucoup, Votre Excellence. Je dois dire, je suis désolée en avance pour mon français. Je suis un peu embarrassed avec tous francophones et il y a moi. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui soient bilingues. Et donc, de temps en temps, je peux vous demander le mot en anglais, s'il vous plaît. Alors, je suis président d'une ONG qui s'appelle Rubia, et ça veut dire en pashto la racine de Mataroot et la couleur rouge. On fait un teint naturel avec Rubia. Alors, maintenant, on travaille avec deux sociétés de coopératives maliennes pour qu'on puisse promouvoir de l'art du Bogolan. Et demain, je vais vous décrire nos projets avec l'atelier Ndomo et chez Tanti Bogolan. Et bien sûr, je vais focaliser sur comment on a pivoté, je ne sais pas si on dit ça en français, on
pivot en réponse au COVID-19. C'est-à-dire, après la pandémie que COVID-19 a commencé, on a décidé de lancer un nouvel projet à Bamako et il s'agit d'une campagne de sensibilisation pour des femmes et des jeunes du COVID-19. Alors, on fait les spots de radio, on fait les formations pour les jeunes et les femmes. Et le but, c'est-à-dire l'éducation des gens pour comprendre mieux comment on peut éviter le virus. Et d'abord que le virus est vrai et ça peut se tuer. Et donc ici aux États-Unis, comme vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent que le virus, c'est pas vrai, c'est un hoax et tout ça. Et donc, d'abord, on doit essayer d'établir que c'est quelque chose qu'on doit prendre très, très sérieusement. Et alors, je crois que si tout le monde parle 10 minutes comme moi, on sera ici jusqu'à la fin de nuit. Et donc, je dois arrêter et dire que demain, on va voir beaucoup de Bogolan et je vous attends et je suis très optimiste pour notre réseau et pour tout le travail qu'on puisse faire entre nous 10. Et je dis merci beaucoup à son Excellence pour m'inviter d'être parmi vous. Notre panel en cyberespace, si on dit ça. Thank you so much. Merci beaucoup, vraiment. Et on voit le décor, le Mali derrière vous. C'est Bogolan, c'est joli tableau et vous-même habillé en Bogolan. Donc, c'est la preuve que vraiment de votre identité malienne. OK, c'est très beau. Merci beaucoup, votre excellence. OK. Je vais passer à une grande figure, l'ambassadeur, Madame l'ambassadeur Cynthia Schneider, parce que autour de l'appellation l'ambassadeur, nous sommes en déphasage avec les Suisses et les Canadiennes qui voulaient qu'on dise l'ambassadrice. Et pour nous, les puristes de la diplomatie, ça veut dire autre chose. Mais donc, Madame l'ambassadeur Cynthia, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, et merci aussi pour l'invitation. D'abord, je veux que tout le monde m'appelle Cynthia tout simplement. Il ne faut pas confondre le public avec tous ces ambassadeurs. Il n'y a qu'un ambassadeur sur cette séance. Et alors, pour moi, je suis Cynthia. Et je suis, dans ma vie, professeur de la diplomatie à Georgetown. J'étais anciennement l'ambassadeur dans les Pays-Bas pour le président Clinton. Mais maintenant, mon cœur et mon travail aussi me mènent au Mali. Et ça, c'est parce que je crois dans le pouvoir de la culture dans la diplomatie. Alors, j'ai eu la bonne fortune de rencontrer Mani Ansar. Je pense que tout le monde connaît Mani. Et on a commencé à travailler ensemble. On a formé une association. J'arrive pas, mais de toute façon, un truc malien qui s'appelle le Timbuktu Renaissance. Et j'y travaille avec Mani, un autre Malien, Salif Niang, entrepreneur très doué. Et notre but était d'aider le retour du Mali après le conflit, d'aider le retour à travers la culture malienne. Parce que pour moi, c'est vraiment avec la culture que Mali se présente au monde et est connu au monde. Et aussi, je n'ai pas besoin pour moi de le dire, dans Mali même, on parle avec la langue de la musique. Et c'est la musique le moyen de communication. Alors, ce qu'on a fait, on a organisé les premiers concerts publics à Tombouctou après le conflit. Et ces concerts ont ramené les gens ensemble
et ils se voient pour la première fois, ils ont l'idée de la paix, ils ont l'idée de la vie normale et ils se battent pour cette vie encore. Mais maintenant, naturellement, ça ne marche plus. Et comme Catherine, on a changé un peu, on a pivoté et aussi on commence une campagne de sensibilisation avec les artistes, avec les musiciens pour parler de la situation de COVID qui était épouvantable à Tombouctou même. Mais aussi, je travaille à travers le Tombouctou Renaissance avec mon cher ami, mes chers amis, Abdelkader Haidara et aussi Banzoumana qui est là. Salut mon ami. Et on travaille ensemble sur un projet qui est vraiment parfait pour le COVID. C'est un projet avec Google Arts and Culture. Et je vais laisser parler des manuscrits à Banzoumana, mais je dis seulement que ça va mettre sur ligne, sur la plateforme Google Arts and Culture, toutes des expositions sur la couture malienne et, très important, les manuscrits, des exemples des manuscrits traduits en anglais, français, espagnol et arabe, et avec des explications du contenu qu'a fait Banzoumana et Abdelkader, et ça va montrer au monde et aussi au Mali l'importance de ces manuscrits qui sont vraiment, là vous avez Tombouctou comme la Florence, vraiment très important à la même période, et j'espère que ça va changer l'idée du monde, l'idée très étroite sur Mali et l'Afrique. Et j'ai deux questions, si je peux. Si je comprends bien, on peut avoir un PowerPoint, ce que je n'ai pas compris bien, alors je vais préparer quelque chose, mais j'imagine que c'est pour 5 minutes chaque personne, pas plus que ça, n'est-ce pas, ou plus? Et est-ce que moi, je garde le PowerPoint ou est-ce que je dois l'envoyer à quelqu'un? Et deuxièmement, vous, les organisateurs, vous allez nous envoyer un link ou quelque chose pour publier l'événement demain? Parce que je suis contente de mettre sur Twitter et tout ça, mais je n'ai pas encore le link. OK? Merci. Alors, concernant le PowerPoint, vous avez le choix. Si le temps de parole sera réparti un peu, vous aurez le temps de le partager. Sinon, ce ne serait pas nécessaire. Vous pouvez juste de votre côté afficher ça à côté de votre écran et le lire. Alors, donc, Cynthia, sur les deux questions, effectivement, pour le PowerPoint, je pense que ce premier exercice est juste un brainstorming. Parce qu'après, on va avoir des séries par secteur. Et là, on va prendre 2 ou 3 pour déboucher sur des projets concrets qu'on pourrait réaliser ensemble. Et donc, je pense qu'on va faire économie. Déjà, beaucoup de gens m'ont appelé à travers le monde. Comment vous allez faire avec autant de panélistes? Sauf que nous ne sommes pas une ONG, nous sommes un État. Et donc, il y a de la place pour écouter tout le monde, pour produire avec tout le monde. Donc, pas de PowerPoint pour demain. Le deuxième point, très important, parce qu'en fait, nous voulons aussi publier les actes de cette diplomatie culturelle. Nous sommes la première ambassade qui initie ce processus. Je pense que si on doit se limiter seulement sans laisser quelque chose, ce ne serait pas bien. Donc, on vous laissera votre initiative à la fin. Si vous avez des communications, vous nous les envoyez. On fera un recueil qu'on va adresser au gouvernement du Mali, qui va être le résultat. Et on a aussi quelqu'un avec nous qui est M. Konaté, il va prendre la parole. Il va noter tous les projets, toutes les idées novatrices pour qu'on les décline en plan d'action et travailler ensemble pour toute l'année. Parce qu'on a compris que toutes nos ambassades sont fermées. Si on devrait se coucher, on ne sait pas quand est-ce qu'on va se réveiller après le Covid. Et peut-être que si on va réveiller, notre cerveau ne va plus fonctionner. Donc nous, on a voulu anticiper. On a voulu commencer à réfléchir et déjà avoir un plan d'action. C'est-à-dire quand on dit le Covid est terminé le dimanche, le lundi, vous et nous sommes dans la mise en œuvre de tout ce qu'on a réfléchi à faire ensemble. Donc voilà un peu.
Donc, il sera demandé à tout le monde, après l'événement, de nous envoyer la communication. Et vous êtes libre, hein, vraiment, de dire les choix de ce sur quoi vous voulez publier. On le mettra ensemble et ce sera vraiment le produit à nous tous. Voilà, ça c'est que vraiment l'ambassade, c'est pour la mise en valeur. Et c'est pourquoi vous allez voir quand la parole va être donnée aux intervenants du Mali, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'au niveau national, ils sont en train de faire un travail formidable. Et il fallait trouver un cadre à l'échelle internationale pour créer les liens. Donc, Cynthia, j'adore bien Cynthia parce que chaque fois qu'elle parle, il faut être prêt et être outillé à trouver des réponses. C'est très gentil. Donc, on va passer la parole à Madame Dia Yaïsako. Et d'abord, en présentant mes excuses, parce que ma grand-mère est Yaï. Donc, dans les posters, on a toujours mis Yaï, Yaï. Alors, c'est moi qui ai charcuté les particules de son nom. Je voudrais lui présenter les excuses, mais c'est une nouvelle génération. Hein. Franchement, elle est rentrée de la France. Elle a créé Mali Culture avec ses propres moyens et ses propres idées. Et elle est à équidistance des politiques et de tous les autres acteurs. Elle a cru en elle-même. Et moi, j'ai dit, quand on organise un événement comme ça, ne pas faire appel à elle pour lui donner un réceptacle afin qu'elle puisse avoir une éclosion de ces différentes initiatives. On a manqué à notre mission de diplomatie qui consiste à donner de la chance. Donc, je sais que vous faites beaucoup de choses et je n'ai pas de papier pour vous présenter, tellement vous faites beaucoup de choses. Voudrez-vous vous présenter, Madame Dia? Bonjour à tous. Bonjour, tonton Chérif Keïta, que je devais contacter. J'ai manqué à cette mission et ce n'est que partie remise. Je suis ravie de vous avoir ici. Merci infiniment, Monsieur l'ambassadeur, de me donner ce créneau de parole pour me permettre d'exposer en quelque sorte tout le travail que nous faisons depuis quelques mois au Mali, on va dire 2 ans déjà, en ce qui concerne la promotion à travers l'invitation, la médiation culturelle sur la culture au Mali. Je me réjouis quelque part de l'aboutissement de cette belle idée qui est de déclencher une série de réflexions autour même de la culture et autour de la culture en tant qu'outil de diplomatie à travers le monde. Si on se rappelle de l'histoire du Mali, je vais éviter de faire un cours d'histoire et je vais parler sous le contrôle des éminences ici parmi nous. Le Mali est ouvert au monde depuis le IIIe siècle. Donc, nous sommes sur une ouverture et d'interaction entre les cultures du monde dans l'histoire du Mali depuis ces siècles-là. Donc, c'est évident pour moi, quand je suis rentrée au Mali, j'avais déjà travaillé dans le milieu de la culture avant de partir en France. Et quand je me rétablis au Mali, il était évident pour moi de me rétablir dans le secteur culturel. Ce choix n'était pas encore clair quand je revenais au Mali. J'avais d'autres projets. Je savais que j'allais travailler dans les médias, mais est-ce que j'allais porter moi-même un média culturel? Je ne le savais pas encore. On va dire que certains appelleront ça le destin, mais un déclic qui est lié au fait que pour mes missions de consultation, on m'appelle pour appuyer l'équipe des rencontres de la photographie. Et là, juste après les rencontres de la photographie, je me dis bingo, je tiens mon idée. Parce que quand je vivais ailleurs, je lisais de la presse culturelle. Et que quand je suis rentrée au Mali, je ne lisais pas de presse culturelle. Et j'ai regardé le paysage, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter au milieu de la culture? Et j'ai pensé à un média culturel, donc, qui est devenu aujourd'hui une entreprise à part entière dans la promotion de la culture, donc spécialisée dans la promotion de la culture au Mali. Nous sommes sur plusieurs autres idées. Donc, c'est là qu'est partie l'idée même, l'essence même de Mali Culture. Et c'est ce qui fait que cette aventure a commencé et que de passion, nous arrivons à maintenir cette entreprise qui a désormais des locaux, un siège et un plan d'action établi sur cette année même, la fin de l'année 2020. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons initié, c'était une première au Mali, que nous avons initié
cette série de réflexions que nous avons appelées webinaires culturels, que nous avons lancé autour même de la culture, où nous avons décliné 3 thématiques autour de la culture, la difficulté du milieu culturel pendant cette crise de la Covid. Ce qui nous a permis, avec les acteurs culturels, de faire un tour d'horizon de leurs difficultés et permettre et aux acteurs et aux décideurs de se rendre compte des réelles difficultés dont fait face le monde culturel au Mali. Cette série va continuer. Nous sommes en préparation de plusieurs autres webinaires avec l'UNESCO au Mali, où on va lancer une autre série derrière pour permettre aux acteurs culturels, maintenant que la décision est prise que les acteurs culturels peuvent revenir sur scène, maintenant, côté sanitaire, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour leur permettre de faire face aux réponses et aux règles d'hygiène à respecter pendant les spectacles. Et donc, c'est le travail qui va commencer très bientôt. Donc, Mali Culture, pour résumer, Mali Culture est une agence culturelle, donc de promotion de la culture à travers le fonds patrimonial culturel, intellectuel et patrimoine, donc PATIS, etc. Et c'est une entreprise de production de contenu média. Donc, nous produisons aussi des émissions culturelles. Nous avons lancé une première émission culturelle qui est autour du cinéma, qui s'appelle Écran du Mali et d'Afrique. Nous lançons très bientôt une autre émission spécialisée, cette fois-ci en littérature, qui s'appellera Lettres d'Afrique et du Mali. Et nous sommes en préparation d'autres contenus, magazines, etc., pour valoriser ce que le Mali a de meilleur, pour moi, à mes yeux, qui constitue un or à part entière, qui est sa culture. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dia. Donc, Madame Dia Yaïsakou. Bon, voilà, j'aime bien ma grammaire, donc j'ai du mal à prononcer bien. Je vous accorde, Yahi, je vous l'accorde. Ok. Alors, puisque vous avez parlé de culture, de production, on va shifter directement sur une grande figure qui est Chérif Keïta. Professeur Chérif Keïta est bien connu sur la scène internationale. Surtout, en tant que diplomate malien, je suis très jaloux qu'il est mieux connu en Afrique du Sud que le Mali. Pour avoir fait beaucoup de productions et pour avoir été distingué par le Parlement sud-africain, par le gouvernement sud-africain, pour avoir conçu des films. Et j'avoue, dans l'université de Minnesota aux États-Unis, il incarne le symbole de la culture malienne. Donc, professeur Keïta, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, ambassadeur, Excellence. Merci à tout le monde d'avoir répondu à cet appel. Bon, alors moi je suis prof donc à Carleton College et natif donc du Mali, mais j'ai quitté le Mali il y a très longtemps. J'étais très jeune, enfin assez jeune, encore adolescent. Donc je ne connaissais pas le Mali quand je le quittais. Mais c'est au fil des années, comme beaucoup de personnes ont dû éprouver la même expérience, c'est quand on est loin du pays qu'on commence vraiment à développer cet amour pour le pays. Et au fil des années, de façon intellectuelle d'abord, j'ai commencé à étudier le Mali. Okay? Mais est-ce que vous pouvez activer le micro de tonton Chérif? Ok, alors, ok. Bon, ça va, je reprends. Hein? Bon, alors, non, je disais que je suis natif donc malien, mais j'ai quitté le Mali il y a très longtemps. J'étais encore adolescent. Et à cet âge-là, on ne connaît pas bien son pays. Bon, mais avec l'éloignement, on commence à développer un attachement à ses racines. Et au fil de mes études, j'ai découvert le Mali du point de vue intellectuel. Hein? Et donc, parvenu à ce poste d'enseignant il y a 35 ans déjà, mon université m'a lancé un défi, mais quand ils m'engageaient, ils m'ont dit, il faut vraiment que tu crées un programme d'études au Mali, parce que je suis dans le type d'université où
l'enseignement itinérant est l'enseignement qui permet aux profs d'amener les étudiants dans différentes localités. Et cet enseignement est beaucoup valorisé. Alors, depuis ce jour-là, je me suis dit, mais effectivement, on me donne une planche que je ne peux pas refuser. Ça me permettrait à ce moment-là d'être un pont entre mon pays de naissance et le pays qui m'a accueilli et qui m'a donné toutes ces chances de me développer en tant que chercheur, en tant qu'enseignant. Je me suis dit que je pouvais jouer un rôle de pont. Parce que dans notre culture, on dit ceci, on dit, pour connaître quelqu'un, il faut aller chez lui ou chez elle. Pour vraiment connaître une personne, il faut visiter son pays. OK? Alors, je me suis dit que, comme supplément à l'enseignement que je donne sur le campus ici, en créant un programme d'études au Mali qui permettrait à mes étudiants de faire un trimestre d'études dans ce pays, qu'à ce moment-là, il y aurait cette jonction parfaite entre ce que moi j'enseigne sur place, qui est assez incomplet, et le séjour que mes étudiants feraient au Mali. Alors, j'avais déjà eu l'expérience de faire des programmes en France. OK? Donc, à partir de 2000, j'ai lancé un programme d'études au Mali sur la culture et l'histoire du Mali. Un programme trimestriel, donc 10 semaines avec une vingtaine d'étudiants. Alors, l'idée m'était venue, comme je l'ai dit, il y a très longtemps, mais les conditions politiques n'étaient pas réunies au Mali. Les conditions économiques n'étaient pas bonnes. En fait, si j'avais lancé l'idée et si j'avais pu la réaliser au moment que je souhaitais, le président Alpha Oumar Konaré aurait été un partenaire avec moi. Il aurait été enseignant avec moi. Bon, mais quand on a discuté, effectivement, nous sommes convenus, nous avons compris qu'à cette époque-là, les conditions n'étaient pas bonnes. Mais à partir de 91, avec la révolution, avec l'arrivée de la démocratie, okay, les choses se sont améliorées au Mali. Et d'ailleurs, quand mon programme a été accepté, en 98, Alpha Oumar Konaré était invité à recevoir le doctorat honoris causa à l'Université à Michigan State. Et c'est là où je lui ai annoncé que finalement, le programme dont on avait parlé au début des années 90, que ce programme allait pouvoir se faire. Donc en 2000, j'ai amené 22 étudiants au Mali. C'était une expérience fabuleuse. Fabuleuse. Mais malheureusement, les conditions n'étaient pas encore très bonnes. Il n'y avait pas de structure, d'infrastructure touristique au Mali. Je vous assure que quand j'ai amené ces étudiants au Mali, on est allé un peu partout dans le pays. Et dans très peu de pays, de régions, il y avait des structures appropriées pour recevoir les touristes. Donc, une chose que j'ai constatée avec beaucoup de plaisir, c'était qu'au fil des années, les choses s'amélioraient. Parce que le tourisme devenait un secteur porteur pour les gens. Les gens commençaient à en bénéficier et les privés commençaient à investir dans des petits campements, plus propres, simples mais plus équipés, okay, où on pouvait être à l'aise par rapport aux conditions dans lesquelles on a habité. Je me souviens, je suis encore hanté par Mopti, là où j'ai logé en 2000 avec mes étudiants. Quand j'y pense encore, j'ai la chair de poule, vraiment. Mais 6 ans plus tard, il y avait l'hôtel, il n'y a pas de problème, alors qui était beaucoup plus immense, beaucoup plus vaste, mais mieux organisé. Donc, c'est pour vous dire que j'ai aussi, dans le cadre de mon travail d'enseignant, n'est-ce pas, d'enseignant, je dirais itinérant, ok, j'ai aussi vu des progrès au Mali, ok, et j'ai aussi vu ce que ce genre de tourisme culturel, n'est-ce pas, pouvait apporter au Mali, parce que certains de mes étudiants sont aujourd'hui des médecins, des diplomates, des professeurs, vous voyez, qui gardent le Mali au centre de leurs préoccupations, vous voyez, professionnelles. OK. Donc, mais c'est pour aussi vous dire à quel point je suis frustré par la situation sécuritaire. Donc, on ne peut pas faire fi de ça. Il faut aussi, en parlant du Covid, du coronavirus, il faut aussi parler d'abord de la situation sécuritaire, qui a été le premier blocage. Parce que moi, depuis 2012, j'ai arrêté mes séjours au Mali. Des séjours que je ne faisais même plus de publicité sur le campus,
C'était une quarantaine d'étudiants qui voulaient venir avec moi à chaque fois. Mais il fallait limiter. Alors, c'est pas dans la pleine dynamique, n'est-ce pas, de ce programme, en 2012, on a été contrarié par la situation sécuritaire. OK? Alors, donc, ça, c'est un aspect. Amener les étudiants au Mali. OK? Mais dans l'autre sens aussi, je me dis qu'en tant qu'enseignant, j'ai beau enseigner, n'est-ce pas, la théorie de cette culture, si je ne fais pas venir des artistes maliens pour m'épauler sur place, pour que mes étudiants puissent se frotter à des artistes dans des salles de classe, que mon enseignement était encore incomplet. Donc, depuis mon arrivée ici à Carleton College, pratiquement chaque année, j'essaie de faire venir un artiste malien pendant quelques jours pour m'appuyer dans mon enseignement. Alors, et encore une fois, je suis frustré, bien sûr, par, comme je l'ai dit, la situation sécuritaire, mais maintenant par le coronavirus qui m'empêche d'amener mes artistes ici sur place. Par exemple, cet automne, je devais recevoir 3 artistes maliens, donc 2 hommes et une femme. La chanteuse est basée à Bamako, son mari, le joueur de Ngoni et le balafoniste sont eux à Paris. Donc tous les 3 devaient venir en septembre pour passer une semaine au moins avec moi dans le cadre d'une résidence qui appuyait un cours que je vais encore assurer, qui est un cours sur les mandingues, sur la culture mandingue, sur les dynamiques culturelles de l'espace mandingue que j'enseigne ce trimestre. Alors, mais je suis privé de mes partenaires à cause du coronavirus. Bon, alors donc,